prêt? Fasciné? Good morning, model. Fasciné. J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux. Fasciné. Hooray! Bienvenue dans le 4e épisode de Fasciné, qu'aujourd'hui autour de la table. Lou, votre Joe, intrépide. Paloma, votre Juno colorée. J, votre taxi driver Limi. Et Sally, très enthousiaste à l'idée de réenregistrer cet épisode, parce qu'il faut savoir que c'est la 2e fois qu'on enregistre celui-ci. On a eu un petit problème technique la première fois, mais cette fois-ci sera la bonne, on espère. Donc pour cet épisode, on a choisi la thématique de la danse au cinéma. Voilà. Qui a envie de commencer ? Eh ben, je me lance. Alors moi, je vais vous parler du film Frances A de Noah Baumbach. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un film qui date de 2012 et qui est écrit donc par Noah Baumbach, le réalisateur, et par Greta Gerwig, qui est aussi l'actrice principale, et sa femme. Enfin, sa femme actuellement. Je ne sais pas s'ils étaient ensemble pendant le moment du tournage, mais je pense que oui. Enfin, en tout cas, vu comment il la filme, il était déjà amoureux d'elle. Donc c'est un film que j'avais vu au Tambour en L1 ou en L2, je sais plus, mais voilà, donc c'est un film que j'ai vu en salle. Et c'est l'histoire de Frances, qui est une New-Yorkaise et qui rêve de devenir chorégraphe. Et en fait, sa vie va être bouleversée lorsque sa meilleure amie, qui était aussi sa colocataire, décide de déménager pour vivre avec son copain, et donc elle se retrouve toute seule. Donc pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que la danse, ça fait partie de l'intrigue. Frances, elle est chorégraphe, donc il y a beaucoup de scènes de danse, elle est chorégraphe, non, elle veut devenir chorégraphe, et donc elle est danseuse. Et en fait, on comprend aussi rapidement que la danse, c'est pas seulement juste un loisir et un futur job, c'est qu'en fait, c'est vraiment un échappatoire pour Frances. Donc c'est un personnage qui a du mal à être seul et qui est un peu immature, mais qui est vraiment touchant. Et on comprend rapidement que la danse, c'est comme ça qu'elle se libère, qu'elle se défoule. Et ce qui est drôle aussi, c'est que c'est pas qu'elle danse pas bien, elle danse bien, mais c'est pas non plus une danseuse magnifique. Elle est un peu godiche, genre elle est très gracieuse, elle est belle, mais quand elle danse, mais il y a quand même un petit côté un peu maladroit. Et du coup, je trouve que ça la rend encore plus attachante. Et une des séquences particulières qui m'a vraiment marquée, c'est une séquence de danse dans la rue, où en fait, je me rappelle plus très bien ce qui se passe à ce moment-là, mais Frances danse, elle court vers quelque part, et elle danse en même temps qu'elle court, et on la suit en travelling latéral. Et en fait, pour moi, ça représente tout le personnage, parce elle est un peu maladroite, elle court, elle danse, elle trébuche, mais elle est tellement pleine d'énergie, et finalement sa façon de danser, c'est vraiment beau, parce qu'on sent qu'elle se lâche complètement, et vraiment je trouve ça trop beau, ça m'a vraiment touchée. Et puis Greta Gerwig, elle est magnifique, déjà j'adore son travail en tant que réalisatrice aussi, du coup là en actrice, et puis comme j'ai dit, Noah Baumbach, il la filme vraiment avec une tendresse, et je sais pas, comme j'ai dit, s'ils étaient ensemble, mais en tout cas, il était déjà amoureux d'elle, je pense, parce qu'il la filme vraiment. Elle est magnifique, un beau noir et blanc, et franchement, je vous conseille vraiment ce film. C'est un film un peu mélancolique, mais quand même feel good. Genre on en ressort avec l'envie de faire plein de choses, et du coup, je pense que c'est grâce au personnage qui est pleine d'énergie. Voilà. Je te l'avais déjà dit, mais du coup, la séquence que tu as citée, elle est reprise de Mauvais sang de Léos Carax. Oui. Du coup, ça fait un peu redite, mais du coup, non. Mais parce que du coup, c'est un plan dans Mauvais sang, c'est un plan où pareil, Denis Lavant va partir du magasin où habitent Juliette Binoche et Michel Piccoli. Et en fait, il court dans la rue sur Modern Love de David Bowie, du coup, magnifique. Et en fait, la musique de base. Attention, les cours de cinéma, la musique de base, c'est une musique d'écran. Donc, il écoute la radio. Et en fait, après, ça devient musique de fosse. Donc, la musique, elle envahit tout l'écran pour accompagner la danse, entre guillemets, parce que pareil, il se défoule, en fait. Il court, il fait n'importe quoi, mais c'est trop beau. Et dans Frances A, c'est presque repris plan pour plan, en fait. C'est le même plan ça séquence. Rend cette séquence voilà. encore mieux. Vraiment, petit clin d'œil, petit hommage. Léos Carax, le sang. Ouais, vraiment. Dans le cœur. Trop chouette. Est-ce que l'une de vous veut enchaîner avec son film ? Vas-y. Vas-y. Vas-y, donc je vais voir.
j'ai encore parlé mon amour pour voilà, pour Chicago. Voilà, c'est vraiment un film je veux revoir pendant les années seulement pas le film en entière mais aussi des séquences. Donc je parlais particulièrement en séquence de Cell Block Tango dans ce film. C'est plutôt au début du film parce que c'est quand l'arrive de la vie de prisonnier pour Russie. Donc les autres femmes dans la prison qui racontaient leur histoire, c'est comme une base pour découvrir de l'histoire d'autres personnages. Dans ces séquences, au début, c'est un animateur qui est un homme et qui a l'air très sérieux comme ça et qui annonce pardon, qui annonce le titre de la danse et le spectateur, je veux dire, c'est nous qui est en train dans la salle ou devant notre ordinateur ou devant notre l'écran qui est en train de regarder ces films et aussi de Russie qui regarde derrière la porte de fer et aussi le porte de fer est lentement, progressivement déplacé et l'espace noir devient le plafond de performance. Je pense que c'est une bonne façon de nous intriguer dans l'espace pour changer notre statut de spectateur de film ou spectateur peut-être dans le théâtre ou regardant un musical ou comme ça. Et les 6 femmes apparaître derrière une porte de cachot, je sais pas, frapper le pied avec leurs chaussures et faire une rythme très régulière et donc commencer leurs paroles et aussi leur locution, parler et danser. Et un point très c'est dans Chicago, il y a beaucoup de types de danse. Il y a de tango, de jazz et aussi de danse à l'époque. À l'époque, oui. Dans cette séquence, il y a dansé de tango avec le rythme sonore très régulier. Il y a aussi un mouchoir noir qui signale le son, qui accompagne leur mouvement et je pense que c'est très stylé et très créatif. Et parmi eux, seulement il y a une femme qui ne parlait pas anglais, mais je sais pas c'est laquelle langue, c'est... Non, je sais pas. Donc elle dansait, son danse est palette. Donc son innocence est relevée par sa danse. Je pense que c'est une bonne manière de dire quelque chose par leur mouvement, mais pas par le parole ou une autre chose. Voilà, à la fin, et danser ensemble avec un fond derrière. Donc, il y a nombreuses de silhouettes noires des femmes, des femmes qui dansent en même temps. Donc, il y a vraiment choc visuel pour nous parce qu'il y a très, comme tous les films hollywoodiens, il y a des spectaculaires scènes comme ça. Mais c'est pour moi, je suis comme Rosie qui témoignait ses performance et ouvrez les yeux grands et je ne pouvais pas dormir au lit, c'est comme ça. La même réaction de personnage dans le film. Mais j'aime beaucoup ce film aussi et je l'avais découvert avec ma maman et c'est vrai qu'après je réécoutais les musiques et je re-regardais les séquences de danse parce qu'elles sont... Enfin, du coup c'est vraiment, comme tu dis, la comédie musicale hollywoodienne hyper... il y en a partout, les costumes sont magnifiques et tout. Donc je vois bien ce que tu veux dire. Puis cette scène-là... du Cell Block Tango, oui, elle est vachement impressionnante. Puis j'aime bien qu'on voit chaque personnage un par un et tout. C'est vachement cool. Ouais, et quand il parle avec une voix un petit normale, mais quand il chante, la parole est très importante. Il a changé la voix comme ça. Il y a le pouvoir. On le sent. C'est clair. Ça donne envie vraiment de le découvrir. Ouais. Parce qu'on l'avait dit dans le premier enregistrement que ça faisait partie des films qu'on voulait voir et on l'a toujours pas vu depuis. Oui. Mais ça ne saurait tarder. Exactement. Et ben du coup moi j'enchaîne. Je voulais vous parler d'un film d'horreur pour changer. Un film qui s'appelle Us de Jordan Peele du coup qui est sorti en 2019. Du coup il est très dur à pitcher. Enfin il est dur à pitcher si je veux pas vous spoiler, mais en gros, je vais vraiment dire ce qu'il y a carrément en surface. Si vous lisez le résumé sur Allociné, en gros, c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances à la mer. Du coup, il y a un papa, une maman, une grande sœur et un petit frère. Et en fait, ils vont dans leur maison de vacances où ils vont tous les ans. Et c'est l'été, et va y avoir
des personnages qui vont faire irruption dans leur vie et qui va un peu chambouler leur été. Et forcément, ça fait très peur, c'est très angoissant. Enfin, c'est plus angoissant que ça ne fait peur. La danse, elle est présente dès le début, mais plus dans le passé comme un souvenir, parce que la mère de la famille a fait de la danse quand elle était petite, elle a fait de la danse classique, et en fait, au sous-sol de la maison de vacances, il y a une ancienne salle de danse, donc toute petite, entre la machine à laver et le linge sale, quoi. Mais il y a une barre de danse et un miroir, du coup, c'est plus présent comme souvenir que comme vraiment valeur présente pour elle. Sauf que la danse, ça fait irruption à un moment qui est quand même clé du film, qui est vers la fin, où en fait va y avoir une confrontation entre la mère et sa némésis, donc son anti-elle. Ceux qui ont vu le film comprennent, ceux qui n'ont pas vu le film, mais foncez le voir. Ouais, c'est très flou. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la danse, elle va être mélangée avec des mouvements de bagarre et de confrontation assez violents, parce qu'il y a un des personnages qui a une paire de ciseaux, et du coup qui essaye de poignarder l'autre, en fait, tout simplement. Donc c'est assez quand même violent dans les mouvements. Et la danse va être mélangée à la violence sur plusieurs plans. Déjà dans la chorégraphie, parce que du coup, il y a le personnage qui va essayer... Enfin, les deux personnages essayent de se tuer, mais il y en a un qui va vraiment attaquer et l'autre se défend, en fait, en faisant des mouvements de danse pour esquiver. Donc ça, c'est un peu le plus frontal. Et en fait, ce qui est encore plus subtil, je dirais, c'est que la séquence, elle est en montage alterné entre le temps présent où les deux personnages se dansent et battent, et en même temps, et se battent, et en même temps, on va voir le montage alterné du passé de la mère qui est sur scène et qui est vraiment toute mignonne avec son petit tutu, qui fait de la danse classique à, je sais pas, qu'à 10 ans, enfin, c'est un sucre. Et du coup, ça élève la scène de bagarre à un rang plus poétique, je dirais, qu'une simple séquence de bagarre de climax dans les films d'horreur. Et de manière plus générale, en fait, la mise en scène du corps et la chorégraphie des mouvements, on l'a dans tous les films d'horreur, dans toutes les confrontations, que ce soit un tueur avec sa victime, ou même, je pense, au film d'horreur dans lequel on fuit. Il y a toujours une chorégraphie, le corps, il est pensé différemment, je trouve, dans les films d'horreur, parce que c'est potentiellement ce qui va amener à la violence. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant aussi d'évoquer la danse par le prisme du genre où on l'attend pas tellement, finalement. Mais voilà, mais voyez, Us, c'est pépite, en vrai. C'est incroyable. Il est un peu mal aimé. Mais à sa sortie, c'était 50-50. Ouais. Je savais pas trop. Et moi, j'ai l'impression par rapport à mon entourage, et moi, je suis fan. Quoi. Je le revois à peu près tous les étés. Et j'adore. C'est trop bien. Ouais, je le regarde l'été, c'est trop bien. Ça fait sens. Non, c'est assez génial. Puis Jordan Peele, on attend son film là. C'est ce que j'allais dire, année. ouais. J'ai vu il y a pas longtemps. Je scrollais vraiment sur Instagram et là j'ai failli passer, là j'ai vu le Jordan Peele marqué. Ouais. Je fais, oh. Et le titre est assez énigmatique, ça s'appelle Nope. Oui, et il y a un nuage. L'affiche, c'est un nuage. Ouais. Ah, j'ai pas vu l'affiche. Et il y a l'air d'avoir des chevaux et tout, mais moi je sais que j'ai scrollé pareil, je suis tombée et j'ai. Je crois qu'il y a l'acteur qui joue dans Get Out. Oui, il y a l'acteur de Get Out. J'ai pas son nom là, mais. Daniel. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Daniel, je suis sûre. Daniel, voilà. Daniel, on l'appellera Daniel. Non, le casting a l'air assez incroyable. Il me semble qu'il y a une actrice de Euphoria, par exemple, Barbie Ferreira. Oh! Why not? Oui, go. Ouais. Moi aussi, j'aime trop ce réalisateur. Enfin, c'est moi qui suis du coup moins film d'horreur. Enfin, j'en ai moins regardé et ça, j'ai peur que ça m'angoisse ou quoi. Mais l'univers de Jordan Peele, que ça soit dans Get Out ou dans Us, ça me parlait. Parce qu'en fait, en vrai, c'est quand même flippant, mais c'est pas la même, je trouve, peur que on est terrifié. Enfin, c'est pas, c'est une ambiance, on est mal à l'aise, et si, en vrai, tu peux aussi être terrifié. Enfin bref, c'est une façon, une ambiance qui me parle bien. Enfin, c'est le genre de film d'horreur, je sais pas, qui me parle bien. Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est un peu le meilleur moyen pour faire du cinéma politique dans l'horreur, parce que du coup, comme ça t'angoisse, c'est un sentiment qui va rester. Alors que je pense que si on était effrayé sur le coup, et qu'on en sortait, on n'en sort pas indemne en fait des films de Jordan Peele. Surtout, pour le coup, Get Out, on n'en sort pas indemne dans le sens où on garde un sentiment de ça fallait le dire au cinéma, tu vois, là c'était bien, c'est sorti un bon moment. Mais Us, vraiment tu te dis en fait si ça arrive dans la vraie vie on meurt tous en fait. Let's go, c'est hyper angoissant. En plus ça paraît irréaliste, mais pas tant. T'as quand même un truc, tu te dis putain c'est chaud. Mais voilà. Vraiment chouette. Un peu dans la même ambiance. Ambiance différente, mais je trouve qu'il y a un point commun avec le film que j'ai choisi. Du coup, moi, j'ai choisi Climax de Gaspard Noé. Et il y a un peu la sensation de malaise, l'angoisse, elle est là. Et puis, il y a un peu le chromatique, la couleur rouge dominante aussi, je trouve, dans les deux films. Enfin, bref. Ouais, totalement. Et donc, voilà.
pour pitcher rapidement, sans trop en dire, bah, c'est donc un grand groupe de jeunes adultes qui ont l'air de danseurs, artistes. Je me rappelle plus trop en fait des dialogues. Je sais que la scène d'ouverture, c'est des face cam où ils se présentent, où ils racontent un peu des choses, mais j'ai totalement oublié. Je n'avais pas revu depuis qu'il est sorti en salle et que je l'ai vu au cinéma. Et donc, ils vont se retrouver dans un grand lieu, un grand hangar où il y a de l'espace et faire une soirée, quoi. Et en fait, cette soirée va mal tourner. On comprend vite qu'il y a quelque chose dans la sangria. C'est dit dès la bande-annonce. Enfin, il y a vraiment un focus sur la sangria. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas bien et tout ça. Et voilà, ça tourne mal. Et donc, la séquence qui m'intéressait ici, c'est la séquence d'ouverture. C'est vraiment celle où il y a vraiment ce qu'on pourrait presque isoler en court-métrage de danse. D'ailleurs, ça a été fait, elle est disponible sur YouTube, juste cette séquence. Je me suis rematée plusieurs fois. Et je me suis amusée aussi à garder mon regard que sur un danseur, pour voir chaque danseur, quel était son style. Parce qu'en fait, il y a un truc de... Tout vous match bien ensemble, mais en fait, on voit qu'il y a des intentions différentes. Et du coup, je suis allée creuser un peu quels étaient les styles de danse. Enfin, qu'est-ce qu'ils dansaient, comment on appelle ça. Et du coup, bah, un peu... donc, le premier style, c'est le voguing. Et donc, c'est une danse donc, qui est née dans les années 70 à New York et développée par la communauté gay et transgenre afro- et latino-américaine. Et donc, c'est vraiment une danse de revendication politique. Ils prennent l'espace pour... Enfin, voilà, une communauté qui n'a pas place à s'exprimer d'habitude. Donc, et c'est très... on va jusqu'au bout du mouvement, j'ai envie de dire. C'est inspiré, donc ça s'appelle le voguing, et c'est inspiré des poses des mannequins dans le magazine Vogue, en fait. Et donc, il y a un truc de... On se montrait, être à fond, très sensuel, et tchac-tchac. J'ai envie de montrer des pas. Et donc, voilà, beaucoup les bras, mais pas que, en fait. Voilà, donc il y a ce style. Et il y en a aussi d'autres. Il y a le crump aussi, dans cette séquence. Et là, c'est beaucoup plus saccadé, sec, plus des mouvements un peu violents. On dirait qu'ils vont se frapper eux-mêmes ou quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a un truc de déverser sa colère via le mouvement. Mais c'est pas que une danse avec un esprit de haine ou quoi, c'est aussi... parce que j'ai vu une phrase qui décrivait ça, qui disait le crump, c'est la vie et toute sa jouissance. Mais dans un truc de... Enfin, c'est pas que je fais semblant de me bagarrer, il y a un truc de... Je kiffe ça, de tac, tac. Et voilà. Et puis, il y avait aussi le walking. Et là, ça ressemble... je confondais un peu avec le voguing, mais c'est vrai que si on isole, il y a des séquences où c'est surtout une danseuse qui est habillée tout en rouge, dont j'ai pas le nom, mais je crois qu'à un moment, elles sont 3 et elles font vraiment que des moulinets avec les bras. C'est vraiment que les bras et très tendus, les épaules. Et c'est vraiment un jeu de bras, de se montrer. Et j'ai vu un extrait, bah, je crois que c'est la championne d'Europe, non, de France. Alors, je ne sais plus, mais une femme qui est... Ouais, voilà, c'est en tout cas elle est championne et qui a créé le championnat. Et elle disait que c'était inspiré du cinéma hollywoodien des années 50, dans le rôle et l'attitude. Voilà, j'étais en mode... ok. ah ouais, ouais, ouais. J'aurais pas dit. Ouais, et j'ai essayé de trouver, ouais, mais je pense que c'est dans un truc d'affirmation, on jette... Oui, un peu de diva, ou je Ouais, sais voilà, pas, Ouais. plutôt dans l'attitude, en fait, parce qu'ils font pas des moulinets avec les bras dans les années 50, mais je pense que c'est le rôle peut-être ce qu'elle imagine quand elle danse et ce qui l'inspire. Voilà, et donc tout ça, voilà, c'est une de mes séquences de danse au cinéma préférées. Voilà, tout ça sur un mix, donc c'est Kid Ismail, le DJ, et puis et c'est très, très chouette, très joli. Voilà, voilà. Et ben, on peut passer à la rubrique du ciné-tambour. Donc, petit feedback de la dernière séance. Oui. Et La tension suspense. C'est Donc, palpable. j'introduis, mais tu peux enchaîner. Je sais Ça pas. marche. Donc, Vas-y. mercredi dernier, passait la séance intitulée Vague à l'âme.
Et donc, c'était L'amour à la mer de Guy Gilles, suivi de Bonjour Tristesse d'Otto Preminger. Et c'était la séance de Paloma. En partie. Bah, Surtout bien la sûr. première On n'y a partie. pas Surtout la première partie. Non, bah, comme tu l'as dit, la première partie, donc à 18h, c'était L'amour à la mer de Guy Gilles. Et il faut savoir que c'est un de mes films préférés. Non, en vrai, c'est vraiment c'est ce que j'expliquais du coup à plusieurs reprises depuis des mois. Non, mais c'est que L'amour à la mer, c'est un des plus beaux films du monde, si ce n'est le plus beau film du monde. Déjà, je le dis de manière très égoïste, parce que pour moi, c'est le plus beau film du monde dans ce que ça raconte, dans la manière dont ça a été fait. Mais littéralement, et je suis désolée, on ne peut pas le contredire, c'est le plus beau film du monde parce que Guy Gilles, avant de faire du cinéma, il a tourné pour la télé, il a été photographe. Pendant le film aussi, il a pas cessé son activité. Mais du coup, on met pause à n'importe quel moment du film, ça fait des photos. Je suis désolée, c'est magnifique. Vraiment, n'importe quel moment, ça peut être des personnages en mouvement, on peut mettre pause, le flou, il sera hyper travaillé. Enfin, c'est assez incroyable. Et non, bah, le film, j'étais assez surprise parce que du coup, la première fois que je l'avais vu, j'étais plutôt... Enfin, c'était il y a déjà un moment. Et en fait, en 5 ans, je l'avais jamais revu d'une traite. J'avais re-regardé beaucoup d'extraits parce que bah, ça me nourrit un peu. Enfin, j'aime bien en revoir à des moments. Mais j'avais jamais vu d'une traite. Et en fait, ça m'a marqué. Enfin, à quel point, en fait, c'est un film bah, sur Guy Gilles, sur lui-même, mais aussi sur son rapport au cinéma. En fait, c'est incroyable. Il y a tout... Bah, déjà, c'est ce que je disais, c'est que c'est hyper inscrit dans la nouvelle vague. Donc il reprend vraiment des motifs de Jacques Demy, de Varda, de Godard, de Truffaut. Mais en fait, constamment. Donc les personnages vont au cinéma. Dans le fond, il y a toujours des affiches. À la fin, il y a l'affiche du Feu follet de Louis Malle qui est magnifique. C'est vraiment, ça, c'est un film, j'en ai pas encore parlé, mais Louis Malle, love. Et en fait, il y a constamment une réflexion sur les images, sur le cinéma. Est-ce qu'on est spectateur de notre vie? À quel moment être acteur? Et du coup, Guy Gilles, comme c'est autobiographie, qui s'appelle Guy dans le film, mais du coup... Enfin, c'est hyper bien. Et du coup, pour vous pitcher à peu près... N'hésitez pas à intervenir. Hein. mais pour vous pitcher, en gros, même si la narration, elle est presque tertiaire par rapport aux images du film et aux propos, mais en gros, c'est l'histoire de Geneviève et Daniel qui sont un couple. Lui est marin, elle est secrétaire dans une petite boîte à Paris. Et en fait, ils vivent une histoire d'amour, puis... Lui retourne à Brest et elle reste à Paris, et du coup ça va être la distance et ils vont s'écrire. Mais Daniel continue sa vie, il la trompe et il rencontre Guy qui du coup est aussi un marin en permanence à Brest. Et du coup Guy, donc c'est le cinéaste, et en fait moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'à la fin il y a la lecture d'une lettre, comment expliquer ça? Donc Guy est retourné à Paris lui aussi et il écrit à Daniel et ils s'écrivent pour garder un peu, pour entretenir leur amitié. Et en fait... Donc c'est Daniel qui écrit à Guy, si je me trompe pas, mais c'est Guy qui lit la lettre. Ouais. Et en fait, ça, pour moi, c'était vraiment la consécration du geste de cinéma de Guy Gilles, parce que du coup, c'était vraiment comme s'il s'écrivait à lui-même, et comme, en fait, son film, c'est comme s'il essayait de s'ancrer dans le monde, d'expliquer son rapport au monde par les images et la narration, mais le fait de se lire une lettre à lui-même, enfin, je trouve ça magnifique. En fait, ça m'a fait penser limite à Agnès Varda quand elle réalise... Varda par Agnès, où à la fin du film elle dit adieu et 3 mois après elle mourait. Enfin, pour moi c'est exactement pareil, c'est vraiment, il avait conscience de lui-même et de son rapport au cinéma au tel point qu'il pouvait se parler à lui-même par le prisme d'un personnage. Enfin, je sais pas, c'est peut-être flou quand vous écoutez, mais moi je trouve ça c'est passionnant. Et en fait c'est ça, c'est que le film dure 1h30, mais faut faire des tests dessus quoi, c'est vraiment c'est génial, il y a tellement de choses à dire dans tout, les rapports humains, tout. Mais du coup, avant de le voir, je sais pas si Lisa, tu vas me rejoindre, mais j'avais un peu la pression en mode, ok, c'est ce film de Paloma, j'espère que je vais aimer, quoi. Enfin, j'allais pas du tout me forcer à aimer ou quoi, hein, mais j'étais en mode, oh bah, si ça me touche pas, ça me ferait chier, quoi, parce que t'en parles tellement bien que voilà. Bon, bah, j'ai pleuré, spoiler alerte. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir dans le podcast, je pleure beaucoup. Et non, enfin, je rejoins totalement tout ce que tu dis, c'est magnifique, c'est hyper pictural et on est emporté à la fois par les images et par l'histoire, mais comme tu dis, l'histoire au final, on s'en fiche pas parce qu'on est avec les personnages, mais en fait c'est tellement beau et il y a tellement plein d'autres choses que c'est juste, ça fait partie d'un tout qui nous emporte et c'est magnifique vraiment. J'ai pleuré alors qu'il n'y a rien de triste au final, mais juste j'étais tellement émue et puis bah du coup le personnage de Guy, tu nous avais prévenu que c'était le réalisateur et bah ça donne une dimension trop chou. Enfin déjà il est adorable, genre, il est trop chou vraiment dans le film et tout. Et il fait tout jeuneau et il raconte un peu sa vie et
Et enfin voilà, c'est hyper touchant. Vraiment, j'ai trop aimé. Et juste, du coup, les courts-métrages de Guy Gilles, ils sont assez facilement trouvables sur YouTube. En fait, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Guy Gilles. Donc, les films sont plus... J'aimerais trop Gros ce streamer. qui est mis sur le Non, il a pas eu le temps de faire ça dans sa vie, mais je pense que ça lui aurait plu, on sait pas. Mais du coup, ils sont assez facilement trouvables. Enfin, on pourra mettre en description, mais du coup, c'est quand même à aller voir. C'est des petits objets trop mignons, super intéressants. Ouais. Eh bien, moi, pareil, ce film m'a beaucoup... moi, j'étais moins dans l'émotion, du coup, j'étais presque dans l'analyse. C'était trop bizarre. Mais en même temps, je me sentais un peu bercée par le film. Et je trouvais, moi, il y avait une vraie douceur, même si, voilà, il se passe des choses entre les relations entre les personnages, tout va pas forcément bien. Il y a un peu une ambiance mélancolique. Il y a ce côté, surtout par la mère, hein, et moi, ouais, j'ai trouvé ça, je sais pas, comme on est bien, enfin, on est bien dedans, enfin, on peut rester longtemps, enfin, je sais pas, devant ces images. Et du coup, j'étais vraiment impressionnée par la beauté des plans, en fait, que tu m'avais déjà vanté avant, Paloma. Mais alors là, je trouvais pas du tout ça... Enfin, je trouvais ça très juste parce qu'il y a vraiment beaucoup de plans. On voit que chacun d'entre eux est pensé et je trouve qu'il y a plein de trouvailles aussi d'utiliser les reflets de l'eau sur le sol. Il le fait plusieurs fois, des petits moments aussi où il utilise des éléments de décor, où les enfants ils mettent leur œil dans le trou et tout, plein de trucs qui sont vraiment jolis. Et cette ambivalence, c'est une fiction, mais on sent qu'il y a des moments un peu presque de documentaire où il se balade dans la ville de Brest ou de Paris et il prend des gens qui sont sûrement pas du tout des figurants, vraiment juste des gens dans la rue, des situations, des éléments du décor, entre guillemets, puisque c'est vraiment la ville et tout ça, et c'est vraiment joli, quoi. Enfin, je me suis dit, ça a dû être agréable à réaliser, enfin, je sais pas, ça a l'air d'être vraiment un objet personnel de ce truc. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé aussi. Et enfin, la soirée était vachement bien, les deux films. Bon, l'autre film est vraiment beaucoup moins bien, je pense qu'on peut s'accorder. Enfin, en tout cas, elle nous a beaucoup moins plu, et voilà. Mais les deux films allaient très bien ensemble. Enfin, il y avait un truc de mélancolie, du coup, les deux films se passaient à la mer. Enfin, vraiment... J'allais dire de regrets, mais est-ce qu'il y a des regrets dans L'amour à la mer? Mais il y a un truc de... juste regretter le passé ou des trucs comme ça. Ouais, il y a un truc Maintenant, de remords, je me cherche, ouais. ils se cherchent tous les personnages. Où vais-je? Sachant que dans les deux films, il y a Juliette Gréco. Voilà. Mais attends. On s'est rendu compte, on était là. Mais attends. C'est quel personnage? Il me semble que du coup, dans L'amour à la mer, c'est celle qui joue avec Alain Delon. Ok. Enfin, parce que dans L'amour à la mer, ils vont Ah oui, au il y a un cinéma extrait du film. voir un Ok, film. oui. Ok. Bah oui. Juliette Gréco, Et elle Alain chante Delon. Bonjour Tristesse. Et dans Bonjour au Tristesse, début, elle chante le thème du film. Voilà, ouais. c'était pas du tout pensé. Mais faut faire Mais, genre, si, c'était tout était ouais, calculé. En fait, c'était la séance. Soirée Juliette Gréco. Juliette Gréco. Alors qu'elle... Non, voilà, c'était assez rigolo de remarquer les deux. C'est vrai. Surtout qu'elle fait des espèces d'apparitions, en fait, comme ça. Oui, voilà, à chaque fois, dans les deux, c'est pas un vraiment petit personnage, moment du c'est film. une apparition. Très stylé. Donc voilà. Est-ce que vous avez envie de parler du deuxième film ou on peut annoncer la deuxième séance? On n'est pas obligé. Tout le monde était très beau. Vu, Et les PNL oui. étaient bien. Petite Les note tenues. spéciale aux tenues Ouais. de Jane Ah ouais. Seberg et à la fête au village. La fête, incroyable. Il y a une séquence de fête au village où tout le monde se met à danser. Ouais. T'as envie d'être avec eux, quoi. C'était T'en génial. peux plus. C'est vrai. Levons-nous des sièges de cinéma et dansons. Ouais, ils dansent vraiment, ils sortent, il y a vraiment un plan de vue en plongée, où Ouais. tu vois le flot qui sort du bar, Ouais. qui investit la rue, et après ils dansent dans la rue. Et ça fait presque effet comédie musicale, t'as l'impression qu'ils se sont... Oui, Que personne s'est mis d'accord, ils sont tous en mode ouais, on Ouais, est trop sur la t'es- même longueur oui, oui. d'onde. Ça dure longtemps. Ouais. quoi. Ah ouais, Sur une elle- séquence de elle est 10 méga minutes. longue. Moi, j'ai- Et j'ai trop kiffé, j'avais Ouais. Trop bien. Je vais être Ouais. là. ça continue. Ils montent sur le bateau, ils redescendent, et ils font... Ouais, c'est ça en Ils fait. passent. Ils filment vraiment les trucs hyper anodins en mode t'as une meuf qui a tourné sur elle-même, il est en mode ouais, Ouais. continue. Et en Ça, même c'est temps, il y a trop toute drôle. une séquence où c'est fixe, mais c'est les gens Ouais. qui tournent. Mm. Et à chaque fois, il y a un couple qu'on suit, qui s'arrête, qui fait un petit truc, Mm. et Oui, qui passe. j'aime Et après, il y a le deuxième couple, et là, on voit, oh, ils s'embrassent, oh, eux, ils sont heureux, oh, eux, il se passe ça. Et du coup, c'était... J'avoue. Oui, cette séquence était bien. Ouais, ça c'est quand c'était très bien. Ouais. Voilà. Et du coup, pour mercredi prochain, donc au moins à l'heure où on tourne, hein, vers
ça dépend quand est-ce que vous écoutez Ouais. cet enregistrement. Et ça sera la séquence de Shokuzai, si tu veux dire quelques mots. Ouais, carrément. Bah, du coup, non, Shokuzai, du coup, on va le passer en séance longue parce qu'il faut savoir que le film a un statut. Enfin, les films ont un statut un peu particulier. C'est juste que quand c'est sorti en 2012, du coup, c'est une série de Kiyoshi Kurosawa qui tourne pour la télévision japonaise. En fait, de base, c'était 5 épisodes. Parce que, en gros, l'histoire de Shokuzai, c'est que c'est dans une école primaire, t'as 4 amis qui voient leur 5e camarade de classe se faire violer puis assassiner. Donc, c'est absolument horrible. Et la mère devient, la mère de la petite fille qui est morte, la mère d'Emily, elle devient protagoniste dans le sens où elle va dire aux petites filles, si vous vous souvenez pas du visage du tueur, les gosses elles ont 6 ans, hein, donc c'est horrible, si vous vous souvenez pas du visage du tueur, et ben pénitence, jusqu'à la fin de votre vie, je vous hante. Je vais pas vous lâcher, quoi. Et vous allez rester traumatisé par ce meurtre. Et du coup, après, on les voit 15 ans après, il me semble. Et du coup, c'est 5 portraits de femmes. Donc, de base, Kiyoshi Kurosawa, il a tourné 5 épisodes qu'on regarderait. Donc, 5 épisodes, je sais pas, de genre une demi-heure, 40 minutes, des fois 1 heure. Et du coup, voilà, donc c'est passé comme ça à la télévision japonaise en 2012. Sauf que quand le film a été distribué à l'international, et notamment en France, en fait, les distributeurs français ont recollé bizarrement les 5 épisodes pour faire 2 films. Et du coup, ils leur ont donné des sous-titres, donc c'est assez particulier. Du coup, c'est donc Shokuzai 1, entre guillemets, celle qui voulait se souvenir, et Shokuzai 2, celle qui voulait oublier, sachant que les sous-titres n'ont pas tellement de sens, enfin vous le verrez. Et du coup, en fait, ça scinde plus ou moins les portraits de femmes, enfin je trouve ça assez particulier. Mais du coup, nous, on va le diffuser tel quel, à la française, en fait. On va faire film 1, qui dure 2h30, entracte de 15 minutes, film 2 qui dure 2h30, donc ça va être une soirée de 5 heures de film. Mais le film est absolument génial, c'est très beau et ça dit beaucoup de choses du Japon actuel. Il y a beaucoup de sujets comme la domination masculine dans les couples, le cadre scolaire qui est hyper tac-tac, la politique japonaise, la solitude, tout. Voilà, mais c'est super, c'est vraiment pépite à voir, je pense, en plus au cinéma, je pense que ça va être très 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 bien. Voilà. Oui, je pense particulièrement, il parlait des portraits de jeunes filles des japonais. Ouais, c'est aussi intéressant. Et quand je vois ces séries, c'est pas les deux films. Je sais pas, il y a des 2 films comme ça. Mais en fait, la France, ils nous ont refait le coup pour Sense6 d'Amaguchi. Je sais pas si t'as vu. En fait, c'est pareil, c'est en 4 chapitres, je crois. Sense6. Et pareil, c'était au Japon, c'était la série au cinéma. Ouais. Et en fait, quand c'est venu en France, ils ont fait moitié 3 films bizarres. En isolant des personnages, du coup tu te dis il va se passer un truc alors que pas du tout. Enfin, ils ont peur que ça marche pas. C'est ça. Les épisodes, je pense qu'on manque d'ambition à ce niveau-là, mais c'est dommage quoi, parce que le Japon ça marche trop bien et c'est chouette de voir une série au cinéma telle quelle comme ça passerait à la télé. Mais on n'est pas encore à ce stade, malheureusement. Un jour peut-être. Au hasard des rencontres, aussi d'autres fois les appartements des autres qui font rêver au luxe, avec vue en cinémascope sur Paris. Donc on va passer à la question du jour. Donc on avait envie de rester un peu dans un univers, j'ai envie de dire, rythmique. On a parlé de danse et maintenant on va parler de musique. Donc on a choisi de se poser la question de cette façon. Comment la musique rentre-t-elle en résonance avec les images ? Qui a envie de commencer ? Et je reprends un autre. Je commence. Donc moi je vais vous parler du film Burning de Lee Chang-dong qui est sorti en 2018. Donc pour tous ceux qui sont dans notre promo, vous allez totalement connaître le film puisque faut savoir que c'est un film qu'on a dû voir pour un cours en L2, oui. Et on a même eu un partiel sur une des séquences. Donc voilà, on connaît très bien et de base, du coup c'était un peu un film que je devais voir pour les cours, mais en fait j'ai adoré. Particulièrement une séquence dont je vais vous parler, qui a été celle sur laquelle on a dû faire un partiel, tout est lié. Et juste pour pitcher, c'est l'histoire de Jong-soo qui retrouve une amie d'enfance, Amy. Et en fait, cette amie va lui présenter son copain, qui est le mystérieux Ben, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et en fait, il y a un petit peu un triangle amoureux qui s'installe, mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et Amy elle est très étrange, on sait pas quels sont ses sentiments, et en fait aucun des personnages on sait trop ce qu'ils veulent, donc c'est assez mystérieux, mais c'est vraiment vraiment bien fait, et même si on comprend pas toutes les motivations, on est vraiment investi dans l'histoire. Et donc moi, une des séquences liées à la musique qui m'a le plus marqué, c'est une séquence de danse aussi, donc
référence à notre première thématique. Mais en fait, je pense que c'est à peu près au milieu du film. Et en fait, ils sont chez Jong-soo dans sa ferme. Et après une soirée où ils ont un peu bu, un peu fumé, pas de la cigarette, ils sont un peu tous perchés. Et en fait, Amy se met à danser sur la musique générique de Miles Davis. Et c'est magnifique. Vraiment, la séquence m'a marquée. Et d'autant plus qu'on a eu un examen dessus. Mais moi, j'étais trop heureuse qu'il ait choisi cette séquence. Et c'est une séquence que j'ai envie de revoir, mais... Enfin, vraiment, genre, je sais pas, elle me touche énormément. En fait, Amy se met à danser et elle est torse nu et elle est pleine d'émotions. Et donc, c'est vraiment un moment clé du film. Et la musique, elle colle parfaitement parce que c'est une musique toute douce, mais avec des petites teintes de mélancolie. Et donc, ça va parfaitement avec l'ambiguïté des sentiments du personnage et aussi de nos sentiments à nous en tant que spectateurs, puisqu'on comprend pas trop ce qui va se passer. Et il y a vraiment une belle sensualité dans la danse d'Amy. Et en fait, ce qui est hyper bouleversant, c'est qu'à un moment, la musique s'arrête d'un seul coup. Et on se retrouve dans le silence. Et en fait, on entend juste un peu les sanglots d'Amy. Et la caméra, elle s'élève et elle quitte le personnage. Et c'est bouleversant et magnifique. Et puis, ça dit beaucoup de choses de la suite du film. Mais c'est vraiment une super séquence. Et du coup, maintenant, j'aime beaucoup cette musique aussi. Enfin, je connaissais pas ce morceau particulier de Miles Davis. Et c'est vraiment un super morceau et qui va totalement avec cette séquence, quoi. Enfin, vraiment, c'est très beau. Si je me trompe pas, et pour faire le lien avec Louis Malle, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'est la BO de Ascenseur pour l'échafaud, oui, c'est ça. le film de Louis Malle. Une musique incroyable. Hyper émouvante en elle-même et du coup, très bien avec la séquence. Mais oui. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Trop chouette. Très beau film. Puis du coup, on l'a beaucoup... Enfin, moi, c'est une séquence que j'ai beaucoup visionnée, du coup, Oui, puisqu'on l'a évaluée. Enfin, on l'a beaucoup regardée, et du coup, à chaque fois, tu penses un truc différent. Enfin, t'as un peu ce truc de... Mais d'ailleurs, c'est à partir du 9 mars qu'il y a Un printemps en Asie, le festival de cinéma coréen, et il y a Poetry qui passe de Kim Dong. Oui, j'allais dire que j'ai pas vu qui est avant Burning, bah oui, forcément en fait. Mais Poetry, je crois que... Non, je vais pas me tenter dans une date. Mais il est quand même 2-3 ans avant Burning, et moi je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais adoré Poetry. Il y a plein d'autres films géniaux qui passent, genre Minari, Mother. Enfin, c'est vraiment tous les films coréens dont on m'a parlé, ils sont là. C'est la folie. Tous les soirs au cinéma. Trop bien. Trop chouette. Est-ce que quelqu'un a envie d'enchaîner ou je peux faire le mien aussi comme ça? Parce que je me mets du coup toujours en dernière, sauf qu'après je le reparle. Je me dis, je vais parler maintenant. Du coup, moi, à chaque fois, je vais encore tricher comme la dernière fois où j'avais envie d'évoquer 2 séquences en fait. Du coup, je vais passer plus rapidement sur donc une musique issue du film Le Temps des Gitans de Kusturica, qui est sorti en 89. Et du coup, c'est donc le film, en fait, on suit il y a un personnage principal masculin sa vie, en fait, un peu de son enfance et tout ça. Et pareil, mes souvenirs sont très flous, mais de grandir dans cette communauté tzigane, je sais plus dans quel pays ça se passe, mais il y a tout ce truc... et il se passe des choses, enfin voilà, il va y avoir plein d'événements un peu terribles, des moments de beauté, des moments de tristesse. Il y a un film où on passe par plein d'émotions, il me semble qu'il est assez long. J'ai découvert au cinéma à Angers, comme beaucoup de films. Et donc la musique, c'est Ederlezi de Goran Bregovic, bref, très sûrement très mal prononcé. Et donc c'est pendant la séquence où ils se marient, en fait, du mariage. Et en fait, donc ils sont sur une barque sur l'eau, ce qui a l'air d'être une tradition, donc les 2 mariés. Et il y a vraiment les couleurs, c'est très orangé, et c'est le coucher du soleil. Enfin, c'est vraiment une ambiance très belle. Et pourtant, la musique n'est pas tant festive, elle est un peu mélancolique. Après, elle part dans un truc un peu épique et tout ça. Mais du coup, c'est une musique qui m'a beaucoup émue pendant le film. Et en fait, elle va revenir plus tard dans une séquence... avec les mêmes personnages et avec une autre signification du coup. Et il y a le voile de la mariée qui va revenir et tout. Et voilà, et juste à chaque fois je pleure, à chaque fois que j'entends cette musique. Limite quand je suis triste et j'ai envie de pleurer, je mets cette musique. Tellement elle m'émeut.
elle m'émeut beaucoup. Voilà, et donc là, c'est vraiment une musique qui m'a marquée dans un film. Et sinon, dans le côté de la question de la résonance avec les images, je voyais très bien aussi une séquence dans Donnie Darko, de Richard Kelly, sorti en 2001. Donc, qu'on pourrait définir pareil. Mais je choisis les pires films à pitcher, vraiment. C'est impossible. Déjà, J'avoue, là, c'est soit je compliqué. m'en rappelle plus, soit, là, je me rappelle très bien, mais j'ai pas envie de trop m'aventurer, mais on pourrait le définir comme un thriller psychologique et fantastique. Donc, et donc il y a un côté un peu teen movie parce qu'on suit des adolescents, et à la fois inquiétant parce qu'il y a ce côté fantastique de cette créature, on sait pas, que lui seul peut voir, ce lapin géant un peu effrayant avec une voix terrifiante, mais voilà, tout ce côté-là. Et donc, c'est une séquence qui arrive aussi au début du film, c'est quand on découvre le lycée. Et en fait, on n'a pas encore, c'est la rencontre avec la plupart des personnages. Je crois que la plupart, on les a pas encore vus à ce moment-là du film. Et donc, il descend avec ses camarades de classe du bus scolaire. Et au moment où vraiment, je crois que c'est au moment où il pose le pied sur le sol, la musique commence. Et donc, c'est Head Over Heels de Tears for Fears, et dont la musique du groupe va continuer dans le film. Enfin, il y a aussi Mad World plus tard. C'est un peu l'ambiance voilà, du film. Et en fait, la musique est quasiment dans son intégralité. En tout cas, ils ont juste en retiré un couplet, mais elle est en entier, quoi. Et c'est deux plans... Enfin, il y a plusieurs plans séquences, mais c'est vraiment en continu, en caméra portée. Et on voit chaque personnage, on rentre dans les couloirs, on voit un peu le mec qui est un peu le bad guy, qui bully un peu le héros, qui le regarde mal, la fille jolie qui est un peu timide et tout, la prof hyper stricte, il y a le principal qui passe, les profs trop cool, ils sont tous les deux, c'est les deux meilleurs profs, ils sont en train de discuter et tout ça. Et voilà, et la petite sœur du personnage principal, à un moment, qui répète sa chorégraphie avec ses amis, donc qui a une place aussi importante dans le film. Et en plus, c'est pile un moment de la musique, enfin, du coup, elle danse sur la musique, mais la musique est extra diégétique, donc elle l'entend pas. Mais du coup, ça se cale hyper bien, et c'est là, je crois que c'est ralenti, l'image aussi. Donc, au sein même de la séquence, il y a des moments d'accélération, un peu pour accélérer l'action sans couper, et des moments de ralenti, et tout ça. Et du coup, il y a vraiment un travail de la musique qui colle avec l'image. Et donc, c'est super intéressant. Et j'adore cette séquence. Elle est vraiment cool. On dirait vraiment que tout est pensé, quoi. Voilà. Du coup, j'enchaîne. Moi, je vais parler d'un duo d'artistes qui résume ma vie entière. Non, avec Guy Gilles, c'est vraiment les artistes de ma vie. Mais non, C'est non, vraiment c'est... l'épisode en mode Paloma, c'est le duo que forment Jacques Demy, du coup cinéaste, et Michel Legrand, compositeur de musique. Du coup, de base, je voulais juste parler des deux, mais je vais quand même prendre un exemple de film après, et le film est plus qu'attendu. Mais juste pour vous parler des deux, du coup, ils sont super potes. Et du coup, ils vont décider de faire des films ensemble après. Michel Legrand, il vient du jazz, mais il sait tout composer. Enfin, vraiment, Jacques Demy lui demande... je sais pas, un esprit médiéval pour Podane, il va lui poser 15 partitions de 15 morceaux absolument parfaits. Il passe par le jazz, par le classique, partout. Et Jacques Demy, lui, à sa manière aussi, fait de la musique avec ses images parce qu'il fait de la comédie musicale et aussi parce qu'il a vraiment un univers très déterminé, un peu comme une partition. On a vraiment tous les éléments. La Catherine Deneuve qui va très bien chanter, qui est très belle avec ses cheveux blonds, le marin, tout ça. Bref, du coup, je vais parler du film Les Demoiselles de Rochefort et je me suis dit que c'était un peu tout trouvé de parler d'une musique en particulier, surtout que ça aurait été la guerre contre moi-même pour en choisir une. Mais du coup, je vais plutôt parler d'une séquence où il n'y a pas de musique, mais il y a une musique. En fait, il y a une écriture musicale, mais c'est pas une musique à proprement parler. Ça va être la scène du repas. Du coup, dans Les Demoiselles de Rochefort, ça se situe à peu près plus vers la fin qu'au début. Milieu-fin, je dirais. Et en fait, Jacques Demy a écrit les dialogues avec Michel Legrand. Et en fait, tous les dialogues sont en alexandrin et en rime. Et ça va donner une espèce de séquence, peut-être
je dirais même la sacralisation de l'écriture musicale dans le film, alors même que c'est pas une musique. C'est un peu particulier, mais moi, c'est une séquence qui, depuis toute petite, me marque énormément. J'ai pas encore les dialogues en tête par cœur, mais un jour. Mais c'est des dialogues absolument magnifiques, alors que c'est juste un vieux repas de famille. Ils sont tous autour de la table en train de couper le gâteau, tu vois. Et en fait, ça va être super poétique. Il va y avoir des dialogues, dont un qui m'a énormément marqué, mais c'est Catherine Deneuve qui dit Aujourd'hui, je me sens quotidienne. Je trouve ça absolument génial. Enfin, ça relève du génie, vraiment. Je trouve que ça résume très bien le cinéma de Jacques Demy. Et en fait, ça pourrait même résumer le cinéma de Guy Gilles. Enfin, je vois très bien Guy Gilles dire qu'il se sent quotidien. Ça marche très bien. Et voilà. Et d'ailleurs, dans L'amour à la mer, il reprend ça en fait. Il va faire un petit dialogue en alexandrin où tout est en rime. Je l'ai plus en tête, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, punaise, il est fort. Et je sais plus, il parle d'amour et il y a un moment moment des rimes embrassées. Ça rime un peu là et c'était Je joli, sais mais plus, j'ai vraiment- avec mon mari, je voulais te dire. On a ri et non, enfin je sais plus, mais c'était vraiment c'est trop beau et du coup non, Les Demoiselles Rochefort, bah moi c'est mon film préféré à vie, donc voyez-le si vous ne l'avez pas encore vu, écoutez les musiques et allez voir la scène du repas, elle est vraiment magnifique. Et de manière générale, les morceaux de Michel Legrand dans son autonomie sont absolument géniaux. Les morceaux de Michel Legrand sur les images de Jacques Demy, c'est génial. Les images de Jacques Demy sont géniales dans leur autonomie. Découvrez tous leurs travaux, c'est génial. Voilà, c'est ça. Et en fait, la collaboration des deux est assez intéressante parce que on pourrait croire que Michel Legrand se met au service de Jacques Demy, alors que je trouve qu'il y a vraiment une cohésion entre leurs deux univers et ils partagent énormément de choses. Et que Michel Legrand se met au service de Jacques Demy, je crois que je me suis trompée. Mais du coup, voilà, et Michel Legrand, il va composer pour moi, mes films préférés, mais par exemple pour Cléo de 5 à 7, il compose aussi, et il est dans le film, il va faire le pianiste, donc c'est absolument... Ouais, non, il y a une séquence géniale. Oui, juste, il joue du piano avec Corinne Marchand qui joue Cléo, enfin, c'est absolument génial. Donc vraiment, Michel Legrand et Jacques Demy, gros love. Gros love, gros love. Voilà. Voilà, je prends la parole. Au lieu de encore parler d'un film ou d'une séquence, comme j'ai déjà dit la prochaine fois, je parlais de remarques que je pense comment le cinéma fait résonance avec l'image. La première, c'est je pense que il y a une double dimension pour l'image et pour la musique, c'est-à-dire je pense particulièrement pour les comédies musicales, il y a des personnages qui parlent et puis ils chantent. Il y a des paroles et le chanson, comme ça il y a une transition entre les deux sons. Et aussi pour l'image, il y a des choses de plus réelles et il y a une chose réelle, ça veut dire plus raisonnable, comme on parle, il y a des choses. Et quand on chante, il y a plus d'émotions, ça veut dire il y a beaucoup de dimensions imaginaires dans l'image. Donc il y a les deux choses ensemble. Ils mélangent avec par exemple, dans le Chicago, quand quelqu'un qui parle, parce que il y a aussi un théâtre comme vraiment musical qui dans le théâtre c'est la même chose, mais dans le cinéma il y a un mélange de scènes quand il y a une performance sur place et aussi de morceaux de leur vie quand ils parlent pendant la prison, comme ils mangent, comme ils jouent les cartes, comme ça. Donc pour moi il y a une chose quand on parle et c'est plutôt des scènes réelles. Quand on chante, c'est plutôt des espaces imaginaires ou plus artistiques, dans le noir, on danse avec ça. Et l'autre chose, c'est, je pense, avec l'aide de musique, on peut faire le lien de l'image et la mémoire. J'ai toujours trouvé un lien très propre entre l'image et la mémoire. La musique peut conserver notre mémoire pendant une temps particulière. Par exemple, l'année dernière, j'ai toujours entendu une chanson et maintenant, quand j'entends ces chansons, il y a toujours une mémoire de ces périodes d'expériences comme ça dans ma tête. Et je parlais à un film de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dans ce film, il a parlé très clairement comment le lien entre l'image et le mouvement. Pour moi, la musique, c'est une clé pour vraiment de trouver des façons de voir ces liens. Donc, c'est juste deux choses de proposition, de voir comment la musique et l'image peuvent faire résonance, parce que pour moi, il y a une ambiguïté et instabilité pour ces deux choses. Et c'est très émotionnel et je sais très beau, on peut voir les liens en tant que cinéma. Voilà, c'est juste quelques mots. Mais ça me fait penser ce que tu dis. On dit souvent que dans la comédie musicale, quand les personnages se mettent à chanter, c'est que les émotions sont trop fortes pour être juste parlées. Et du coup, ça va vraiment avec ce que tu dis, en mode les chansons viennent pour
aider le personnage à s'exprimer et quand les paroles ne sont pas suffisantes, c'est la musique et la chanson qui vient à l'appui du personnage pour qu'il s'exprime. Enfin, bon, ça me pense pas, toutes les comédies musicales c'est ça, mais voilà, je trouve que... Aussi, je pense pour le réalisateur, c'est un grand effet pour lui de mettre assez de spectateurs quand le personnage commence à chanter. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'amis qui n'aiment pas les comédies musicales, c'est quand il chante, il a l'air bizarre. Donc, comment mettre ça très proprement, c'est une chose, on peut discuter comment on peut faire ça. Je sais pas, c'est thème de Maxence peut-être. Donc on arrive à la dernière rubrique de l'épisode. Quels sont vos crushs actuels, crushs culturels, les films, séries, courts-métrages, clips, etc. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ? Ouais, moi je veux bien. Moi du coup mon crush, donc ça remonte un petit peu, enfin ça remonte à Travelling, du coup le festival de cinéma qui a eu lieu à Rennes. Moi mon crush c'est vraiment Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. D'ailleurs, pour faire le lien, il reprend Jacques Demy. Enfin, Christophe Honoré adore les films de Jacques Demy et de Guy Gilles. Donc voilà, faut savoir Coïncidence, I think not. Voilà, c'est dit. Non, mais Les Bien-Aimés, c'est absolument génial. Du coup, c'est une comédie musicale qui est sortie en 2011. En plus, ça fait le lien comédie musicale. Tout est pensé. Et en fait, ça va être une histoire. On va suivre une mère et sa fille sur plusieurs époques, enfin sur plusieurs années. En fait, on les suit de quand la petite fille naît, enfin même avant qu'elle naisse, et après quand elle est adulte, donc c'est vraiment sur des années et des années. Et en fait, on retrouve un peu tous les rouages du cinéma de Christophe Honoré, donc les musiques, l'hommage à Jacques Demy, les portraits de femmes, la sexualité débridée, les rencontres, les rapports, enfin tout, c'est super intéressant. Et on retrouve aussi ses acteurs fétiches, donc par exemple, il va y avoir Louis Garrel, et il y a aussi Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni qui jouent mère et fille comme dans la vraie vie. Donc c'est très intéressant. Et dans l'emploi de Catherine Deneuve, il y a aussi l'hommage à Jacques Demy. Donc tout est vraiment lié. Et ce que j'ai adoré dans Les Bien-Aimés, c'est que vraiment les musiques, elles sont assez extra. Et en fait, ça m'a trop émue. Enfin, c'est vraiment un film monumental, je trouve, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites, il y a vraiment beaucoup de musique. Il y a vraiment beaucoup de musique, il y a vraiment une mise en scène assez dense, et du coup, tu passes vraiment par plein d'émotions. Et à la fin, c'est pas forcément... Si, en vrai, la fin est triste, mais la toute fin n'est pas triste, mais j'ai quand même pleuré tellement ça m'a émue. Et c'était un peu les mêmes larmes qu'à la fin de La La Land. Donc, c'est-à-dire d'avoir vraiment vu un beau film avec beaucoup de choses qui y sont dites. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. Ok, qui veut enchaîner ? Moi, je veux parler d'un film que j'ai vu il y a seulement 10 jours, ou je sais pas, pendant le festival de Berlin. Ça fait une partie de Aventure, je pense. C'est une sélection, ça. C'est un film japonais réalisé par Sho Miyake. Le titre est Small, Slow but Steady. J'espère qu'il va dans la salle cette année, donc je peux le revoir avec vous. Ouais. C'est un film basé sur l'autobiographie d'un ancien boxeur professionnel qui est sorte de naissance, mais sa vie n'est pas... on ne trouve pas une tonalité ou une trace de tragédie ou dans ce film, mais aussi, en revanche, ce film, non plus d'un film qui fait l'objet d'inspirer des spectateurs, ça veut dire que c'est pas une personne qui est très... qui va faire quelque chose de changer leur vie avec une statue très positive, des choses comme ça, non plus. Mais le protagoniste, Keiko, travaille pendant la nuit dans un restaurant, dans un hôpital, pas restaurant, dans un hôpital, faire de la boxe de la nuit. En faisant, parce que dans ce film, il y a une double difficulté pour le personnage parce qu'elle a une peur pour faire la boxe. Parce qu'elle a trouvé c'est très mal, mais elle a déjà devenu une boxeuse professionnelle. Donc, elle est en train de faire l'exercice pour son 3e match, comme ça. Et la deuxième difficulté, c'est le box club va fermer à cause d'une maladie de son patron. Donc, il va fermer ce box, ce club. Donc, enfin,
mais en face de ces deux difficultés, il ne peut faire rien, presque rien. Donc, il va changer la situation pour des choses comme ça. Mais seulement la chose qu'elle peut faire, c'est surmonter ses peurs et terminer son dernier match. Donc, dans ces films, on voit une puissance et sa volonté slow, small, but steady. Il y a une chose de steady, il y a une chose de... C'est sa façon de constituer le monde avec leur... comment dire, une autre chose, c'est que ce film a été tourné en 16 000 pellicules, dont l'image, c'est super beau. Particulièrement, il est filmé de paysages de Tokyo, non, c'est pas Tokyo, c'est dans notre ville à côté de Tokyo. Donc, c'est trop beau. Particulièrement à la fin du film, donc toutes les choses sont presque terminées et Keiko a recommencé sa vie avec la boxe. Il a filmé beaucoup de plans. Juste des plans sur la ville, la campagne, le train et le tramway, c'est super beau. Et une autre chose, c'est faire ça avec Paloma, c'est dans ce film, il y a des musiques, mais pas de musique. C'est seulement le bruit de la vie, de la cité, le son de la vie de Keiko qui n'entend pas. C'est vraiment intéressant, c'est le son de courbe. Par exemple, il y a des courbes de la ville. Il y a beaucoup de battements de rythme très réguliers dans ce film. Mais c'est pas une chose comme de beats de hip-hop et très comme ça, mais c'est plutôt des musiques de urbain. C'est le bruit de chemin de la fer électronique, le battement, le bruit de tramway comme ça, et aussi le battement de quand il y a fait entraînement dans le box comme ça. Pour moi, on va voir des petits mouvements de chaque personnage et petits mouvements de gens qui gagnent leur vie pas très facile. Il y a toujours des choses à faire. Et aussi, il y a parlé de pandémie, parce que c'est un film après la pandémie. Il y a des traces de masques et d'autres choses, de maladies dans ce film. Donc, il y a des pensées des personnages normaux, comme nous, on peut trouver. Et voilà, j'aime ce film très, très souvent parce que pendant le festival, on voit beaucoup de films et je m'en trouve miffant. Parce que... Mais ce film, il y a toujours des petites choses. Le réalisateur met dans ce film peut attirer l'attention des spectateurs, mais pas avec une façon très forte, mais vraiment douce et aussi très, très beau pour moi. Et aussi, avant le film, il y a une petite vidéo de réalisateur qui parle de choses, parce qu'il a parlé, on espère, il peut, via ce film, pour exprimer un amour pour le film, et un amour pour la vie, un amour pour la boxe. Et il a cité, je crois, ce film un peu comme les films de Chaplin, qui veut traverser la nationalité et la culture pour exprimer un amour. Et après avoir ce film, vous pouvez comprendre pourquoi il a mentionné Chaplin ici. C'est pas une chose qui parle n'importe quoi, il y a une chance ici, mais une petite chose, c'est très très intéressant dans ce film. Okay. Donc je vous invite vraiment des gros films quand il est dans la salle. Non, bah du coup j'enchaîne, on continue sur la thématique des festivals. Bah, ouais, on a toutes choisi le film du festival. On a vu tellement de choses merveilleuses en peu de temps, enfin c'est vraiment... On est sponsorisé par Travelling, Berlin, Premier Plan, Cannes, tout. Et donc, petit retour à Travelling comme Paloma, et donc moi c'est le dernier film que j'ai vu à Travelling, et donc c'est Flea. Ah là là, Flea. C'est donc un documentaire d'animation et qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir cette année. Donc c'est un ordre d'aller le voir. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Et donc c'est l'histoire d'un migrant afghan dans les années 80. Et donc quand les talibans reviennent, il va migrer avec sa famille en Europe. Donc beaucoup de résonance avec le présent. Et donc on suit en fait sa vie actuelle et il raconte son histoire donc au réalisateur du film. Enfin, il y a tout un truc un peu de mise en abîme. Et donc on voit où est-ce qu'il en est maintenant et comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là. Et c'est un film tout simplement bouleversant, vraiment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps 2 fois pendant le film.
Et vraiment, c'est une super belle animation qui ne distance pas du tout en fait. C'est-à-dire que quand j'ai entendu le résumé, donc j'avais envie d'aller le voir, mais le résumé plus le fait que ça soit documentaire animation, ça me donnait envie, mais je m'étais plus dit que j'allais être un peu en tant que vraiment position de spectatrice, de je regarde en fait quelque chose qui m'intéresse. Mais en fait, je suis rentrée dans le film à 1000% et j'étais vraiment avec le personnage. Et donc c'est un film forcément avec des thématiques très dures, évidemment, comme le résumé l'annonce, mais c'est aussi avec des moments très touchants et beaucoup de moments aussi très mélancoliques et d'affection en fait, puisqu'on voit sa vie maintenant, il est avec un homme, et voilà. Et en fait, il y a vraiment deux séquences, enfin en tout cas les deux séquences qui m'ont complètement bouleversée et que je peux pas raconter parce que ça serait spoilé, mais surtout la deuxième séquence qui est vraiment un moment qu'on attend pendant tout le film. Et quand la séquence commence, on ne sait pas comment ça va se terminer et il y a vraiment une tension énorme. Et quand au milieu de la séquence, il y a un moment de climax, et là, je trouve que toutes les émotions, elles retombent, tout ce qu'on retient. Enfin, moi, j'avais déjà pleuré avant, donc voilà, mais tout ce qu'on retient depuis le début du film, il se lâche et voilà, j'étais vraiment. Enfin, c'est vraiment un film magnifique. Allez le voir et ça aborde plein de thématiques très, très actuelles et. Enfin, c'est un film qui sort maintenant, mais ça fait vraiment beaucoup de résonance avec l'actualité et c'est hyper touchant et hyper beau, vraiment. Moi, j'insiste vraiment sur la nécessité de le voir aussi, le message humain, enfin politique. Je trouve que c'est des valeurs, mais magnifiques. Enfin, c'est vraiment le terme humain, enfin l'humanité de, on est tous ensemble, on est tous pareils et pourquoi. Enfin, c'est vraiment chouette et je pense. Enfin là, j'étais en train de penser parce qu'on dit, c'est vrai que c'est. Enfin, émotion, moi aussi, j'étais au bout de ma vie à la séquence dont tu parles et tout ça, en sanglots, mais vraiment comme. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré de cette façon, parce qu'il y a il y a la petite larme qui coule mais de oui, l'émotion, moi aussi, c'est mais ça. là, c'était des sanglots, quoi. C'était vraiment. Mais j'arrivais plus à m'arrêter. Enfin, à la fin de la séance, il y avait une rencontre avec le producteur et je suis partie. Bon, parce que j'avais envie de partir, etc. Mais aussi parce que j'arrivais pas à me concentrer. Genre, j'étais juste. J'arrivais pas à me sortir du film et dès que j'y repensais, enfin, quand j'ai marché pour rentrer chez moi, vraiment, dès que j'y repensais, j'arrêtais pas de pleurer et c'était vraiment quelque chose qui vient du cœur, quoi. Enfin, oui, parce que oui, c'est pour ça que ça résonne avec plein de. Avec soi, et je pense par contre que c'est quand même un film tout public et on peut on peut y aller en famille, enfin pour moi il y a vraiment un truc de tout le monde peut aller le voir et il y a aucune même, notion, enfin vraiment même si vous y connaissez rien je sais pas, à l'animation, au documentaire, enfin je pense que c'est vraiment un film pour tous en fait, qui peut toucher la majorité des gens et tout ça, donc je vous encourage vraiment à aller le voir quand il sera en salle. Ou en fait il va d'abord sortir sur Arte parce que Arte a été un des premiers à les produire, enfin à les aider pour que ce film existe en fait. Du coup il va sortir, il sera visionnable sur la plateforme d'Arte et après en salle, mais regardez-le, quelle que soit la façon, il faut le voir. Je suis totalement d'accord. C'est tellement un beau film. Et du coup moi j'enchaîne sur mes coups de cœur de ces derniers temps. Donc moi aussi j'ai fait, on a fait le festival Premier Plan, et donc et ce que j'en ai retenu énormément, c'est vraiment les séquences de court-métrage. J'ai vu des choses incroyables, donc j'ai envie de les name dropper ici, mais en fait je vais pas m'attarder dessus parce que ils sont pas trouvables à l'heure actuelle, enfin je pense pas que on puisse les voir, mais si jamais vous tombez dessus, The Other Half, Love is Just a Death Away, donc des courts-métrages d'animation, Au les cœurs, qui est un court-métrage français, Caillou, un court-métrage français aussi. Donc voilà, tous ces films sont super. Et j'ai vu aussi une autre séance de court-métrage à Travelling cette fois. Et je viens de voir à l'instant que l'un d'entre eux était sélectionné à Cannes en les courts-métrages de fiction. Donc c'est Soldat Noir de Jimmy Laporal Trésor. Et donc c'est un film qui parle de grandir dans une société, donc ça se passe dans les années 80, qui te rappelle constamment que t'es différent et que t'es inférieur, en fait, parce que le personnage est noir, et donc c'est le racisme ambiant de la société, dans la publicité, dans le quotidien, et en fait qui s'en prend tous les jours. Il y a un petit truc et donc du coup il y a une colère qui grandit en lui, et donc ça parle de cette colère, de ce mal-être, comment il va faire avec.
Et là, ça fait aussi partie des séances où j'étais bouleversée, mais là, un peu, enfin, vraiment triste. Il y a un truc de vérité et en même temps d'espoir. Donc, je suis sortie de la salle assez rapidement aussi parce que je devais partir. Mais du coup, j'étais encore dans l'émotion, un peu en marchant. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait ça. Donc voilà, un film très puissant. Et il y a 2 autres courts-métrages, donc c'est les seuls que j'ai trouvés, que là vous pouvez regarder, qui sont disponibles sur Arte. C'est King Max et Mauvaise Troupe, que j'ai vu aussi à Travelling. Et particulièrement King Max, que je recommande, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et là, donc c'est l'histoire d'une jeune personne qui, on comprend, dans une famille très un peu bourge, qu'on sent une recherche de l'identité. Et en fait, la première séquence, elle essaye de mettre un binder pour cacher sa poitrine. Et donc, il va s'échapper et tomber par hasard dans un club LGBT, en fait. Et rencontrer plein d'autres identités différentes et trouver la sienne et qu'est-ce qui l'intéresse. Enfin, voilà, je ne dis pas plus pour qu'il y ait quand même un peu de surprise. Mais pareil, hyper... et puis, il y a une musique... qui est génial aussi dans ce film. Et celui-là est disponible donc sur Arte, donc n'hésitez pas à le regarder. Voilà pour mes recommandations. Et j'en profite d'avoir la chance d'avoir ce podcast pour faire mon auto-promo personnel. J'y ai dû penser. Parce que, parce que ça va arriver vite. Donc, ça concerne surtout les Rennais, Rennaises. Je sais qu'il y en a beaucoup, et en particulier les étudiants. Je recommande un festival de théâtre, d'art vivant. Et donc, le festival Entrée dans l'arène, qui se tiendra donc, sur le campus de Rennes 2 en mars, donc du 16 au 26 mars. Et donc, tous les soirs et toute la journée, il y aura des spectacles sur le temps du midi, donc 12h45, 13h45. Ceux qui sont à Rennes 2 voient le créneau. Et donc, il y aura des spectacles un peu partout sur le campus, qui peuvent être itinérants, en extérieur et tout ça. Et le soir, tous les soirs à 18h et 21h, il y a un spectacle dans la salle Pina Bausch, donc Bâtiment et Rêve, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, il y a plein de choses, plein de créations super. Et dont un projet qui me tient particulièrement à cœur, parce que dont j'ai initié la création, mais on est nombreux dessus, on est une quinzaine à travailler dessus. Et du coup, c'est un concept d'impro, tout simplement. Ça s'appelle Le Match. Et donc, c'est un match d'improvisation, en fait. Et donc, pour dire rapidement les règles, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est 2 équipes de joueurs et des arbitres. Et puis, une maîtresse de cérémonie qui va un peu animer, mettre l'ambiance, tout ça. Et le concept, c'est que ces 2 équipes vont s'affronter à coups d'impro, donc de petites histoires improvisées dont les contraintes sont piochées en direct. Donc, on voit vraiment que rien n'est préparé. Tout va se créer sous vos yeux, en fait. Et donc, il y a toute une interactivité, puisqu'en fait, à chaque manche, le public vote. En fait, vous allez voter pour la couleur de votre équipe préférée. Donc voilà, et donc c'est vraiment un truc un peu festif, joyeux, et par contre, je peux pas vous dire ce qu'il y aura comme histoire, comme ambiance particulière, puisque chaque représentation est unique. Donc voilà, je vous recommande, et c'est le festival du 16 au 26 et mon spectacle le lundi 21 mars à 21h. On mettra l'Instagram du match dans la description. Oui, c'est trop cool. Oui. Et voilà. on ne peut que vous conseiller chaudement d'y aller, puisqu'avec Paloma, nous avons assisté aux auditions. Ah oui. Et vraiment, il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a des petits phénomènes. Non, ça va être adoré. chouette. Ça va être quelque chose. Venez. Venez aux représailles, en fait. Enfin, genre, à un moment, vous avez intérêt d'être là, genre. Mais ouais. Si vous n'avez pas vu Flea, vous rentrez pas. Ouais, Et il faut en voir plus, Flea et être allé à EDA, mais n'importe quel spectacle. Mais vraiment, tous, ils vont être trop bien. Il y a plein de choses. J'ai même pas envie parce que si je commence à parler d'un autre spectacle, j'ai envie de parler de tous les autres. Mais moi, j'ai hâte aussi de découvrir en fait ça, parce que là, on les suit depuis le début de l'année. Donc voilà. Oui, ça donne envie. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Voilà.
Eh ben, on a terminé cet épisode, donc... Merci de nous avoir écoutés. Voilà, merci beaucoup, et puis voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt.